Nous sommes le 19 août 2018 et c'est l'heure de votre émission Savoir politique sur la 88.6. Amis auditeurs à l'écoute, bonsoir et merci pour votre fidélité renouvelée. La Constitution et sa révision ont toujours été au cœur de l'actualité ces dernières années. Dans les médias, dans les réseaux sociaux, les bars, restaurants, dans nos maisons, les Béninois s'adonnent parfois avec beaucoup de passion aux échanges portant sur la Constitution qui, pour beaucoup d'observateurs, a permis au Bénin, ancien malade de l'Afrique, d'être l'un des pays les plus stables. Mais si la Constitution est constamment au cœur des débats, combien sont-ils à connaître ce que c'est qu'une Constitution? Combien sont-ils à connaître le contenu de la Constitution du 11 décembre 90 et sa procédure de révision? Pourquoi la Constitution est-elle souvent mise en question et qu'est-ce qui fonde le grand intérêt que les peuples portent à leur Constitution? Voilà entre autres les questions qui feront l'objet du débat de cette émission. Une chronique est également préparée sur le sujet en vue de permettre à nos auditeurs de mieux appréhender le thème du jour. Cette chronique a été réalisée par M. Pierre Togbe, qui est docteur en droit public. C'est parti pour les 52 minutes d'échange que j'ai le plaisir de conduire avec Fontaine Noutaï. Bonsoir Fontaine. Bonsoir Alain Tossounon. Avant d'entrer dans le vif du sujet de ce numéro, je voudrais rappeler à nos auditeurs que Savoir politique est une émission à caractère pédagogique et d'éducation citoyenne initiée par le Centre d'études sociologiques et de sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi en partenariat avec Océan FM, la radio des défis. Le CESPO, faut-il préciser, est un laboratoire de recherche politique de l'Université d'Abomey-Calavi dirigé par le professeur agrégé Hygin Kakaï. Gagnez des ouvrages intéressants en participant au remue-ménage de cette émission dont la question est la suivante. Au Bénin, la révision de la Constitution n'est pas prévue dans la Constitution. Vrai ou faux? Justifiez votre réponse en 2 phrases au maximum. Au Bénin, la révision de la Constitution n'est pas prévue dans la Constitution. Vrai ou faux? Justifiez votre réponse en 2 phrases au maximum. Envoyez vos réponses via WhatsApp au numéro 94 11 29 09 ou sur notre page Facebook en tapant Centre d'études sociologiques et de sciences politiques -CESPO. Il faut signaler que les ouvrages à gagner sont offerts par l'ambassade des États-Unis près le Bénin et le CESPO. Savoir politique est une émission interactive et vous pouvez intervenir pour poser des questions en appelant les numéros 65 00 27 27, 65 00 28 28 dès que les standards seront ouverts. Je rappelle que Savoir politique est une émission interactive et vous pouvez intervenir pour poser des questions en appelant les numéros 65 00 24 24, 61 53 90 53. Alors, pour explorer le thème de ce nouveau numéro de votre émission, nous recevons dans ce studio le docteur Kosoba Nanako, docteur en droit public, chercheur au Centre de droit administratif et de l'administration territoriale CEDAT de l'Université de Abomey-Calavi et chargé de programme au PNUD. Bonsoir monsieur Nanako. Bonsoir monsieur Tossounon. C'est les retrouvailles. Oui, avec beaucoup de plaisir. Okay. En face de vous, nous avons monsieur Fiak Loko Mpati. Vous êtes juriste de droit et de droit public, chercheur au CEDAT également à l'Université d'Abomey-Calavi. Bonsoir chers invités et bienvenue sur Savoir politique. Bonsoir monsieur le journaliste. Alors docteur Nanako, que peut-on comprendre par le vocable constitution? Merci beaucoup monsieur le journaliste, monsieur Noutaï. D'abord, permettez-moi de saluer vos auditeurs. Il nous est souvent reproché, nous juristes, d'être un peu hermétiques. Nous ferons l'effort d'être terre à terre. En français, facile. Oui, c'est le sens de cette émission, pour permettre aux citoyens de mieux comprendre. Merci beaucoup. Oui. Deuxième précision, c'est vrai, je suis chargé de programme au PNUD, mais je ne suis pas ici à ce titre. Donc tout ce qui se dira ici, je le dis à mon propre compte. Ouais, voilà. Dans votre position de chercheur. Voilà, merci beaucoup. Pour, disons, définir la Constitution, je vous suggère qu'on commence par une petite étymologie. C'est un mot qui est constitué de 2 parties. Vous avez le com, qui signifie ensemble, et vous avez le statuo, qui est devenu
qui signifie fixer, établir. Donc, partant de cette étymologie, nous pouvons, comme je le disais en français facile, dire qu'une constitution, c'est un ensemble de règles convenues, qui se retrouvent au sommet de la hiérarchie des normes et qui, au sein d'une république, définit et garantit les libertés fondamentales, fixe l'organisation, le fonctionnement et les séparations entre les différents pouvoirs constitutifs de l'État. Alors, Monsieur Loko Mpati, voilà la constitution ainsi définie par le docteur Nanako. Quels sont les types de constitutions que vous connaissez? Merci, monsieur le journaliste. Les types de constitution, nous pouvons dire, dépendent du critère de classification. Selon la forme, nous avons la constitution coutumière. La constitution coutumière, c'est l'ensemble des règles non écrites. Ensuite, nous avons les constitutions écrites, c'est-à-dire les constitutions sous forme d'un document, soit c'est un document unique, soit c'est un document ou un ensemble de textes. Voilà ainsi dit les deux grandes parties, les deux grandes formes. Mais selon les modalités ou les facilités de révision, on peut parler de constitution rigide ou de constitution souple. Parlant de constitution souple, nous avons ces constitutions dont les révisions, les modalités de révision sont les mêmes comme celles d'une loi ordinaire. Souvent, c'est le cas des constitutions coutumières. Exemple, la constitution de la Grande-Bretagne. La constitution du Bénin, rappelons que c'est une constitution rigide. C'est d'ailleurs ça qui amène toutes les polémiques que nous voyons. C'est une constitution rigide et qui est difficile à réviser. Ok. Alors, mais on sait que selon la théorie de Kelsen, la Constitution, c'est la norme des normes, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais quelle différence on peut faire entre la Constitution et la loi fondamentale? Ou est-ce que les deux thèmes désignent la même chose, monsieur Nanako? Oui, historiquement, on parlait beaucoup plus de loi fondamentale. Donc, si vous voulez, loi fondamentale, c'est un terme un peu ancien, qui désigne en fait les textes fondateurs de l'État. Mais avec le temps, disons qu'on utilise davantage aujourd'hui la Constitution. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, si vous dites loi fondamentale, et vous vous rappelez que notre dernière Constitution avant le renouveau démocratique s'appelait loi fondamentale. Absolument. Donc, aujourd'hui, lorsque vous dites loi fondamentale, tout de suite, on comprend que vous parlez de la Constitution. Okay. Si vous parlez de la Constitution, on sait automatiquement que vous parlez de la loi fondamentale. Dans notre test, dans la Constitution du 11 décembre 1990, vous noterez même qu'il y a un autre thème qui a été utilisé, c'est la loi suprême. Voilà, l'autre loi suprême. Okay. Voilà. Donc, quand vous voyez ces termes, on peut se dire qu'il s'agit vraiment de synonymes, ça veut désigner la même chose. D'autres parleront même de la mère des lois. De la mère des lois, voilà. Pour désigner donc que c'est la norme des normes. Absolument. Absolument. Mais quel est le processus par lequel tout un peuple arrive quand même à se mettre d'accord sur le contenu d'un tel document? Vous pouvez continuer, monsieur Nanako. Oui, parlons un peu des processus ou disons des procédures démocratiques. Okay. Mettons l'accent sur ça. De façon classique, vous avez souvent une assemblée constituante qui est élue à cet effet, ou une commission constitutionnelle, comme ça a été le cas au Bénin, désignée par une instance. Et cette instance peut être souveraine, comme elle peut être limitée dans ses pouvoirs. Quand elle est souveraine, ça veut dire qu'elle adopte le texte. Par contre, il peut arriver des cas où elle est vraiment limitée à la seule élaboration, donc il faut passer à une autre étape. Voilà. Alors, lorsque la commission est installée, elle s'attelle donc à élaborer le projet. Souvent, et comme je le dis dans les démocraties modernes, on passe à la vulgarisation, parce que rappelez-vous, dans la définition, je vous ai fait une étymologie. Absolument. C'est très important. Oui. C'est que c'est un test
convenu. Hein? Un test sur lequel la majorité, pour ne pas dire la grande, l'immense majorité des citoyens se mettent d'accord. Donc, pour cette raison, il faut la vulgarisation, il faut un genre de débat autour. On fait une remontée des premiers feedbacks et à partir de ces feedbacks, on essaye de faire des ajustements, de faire quelques corrections avant maintenant de passer à l'adoption. Suivant, disons, le mode qui aurait été retenu. Rien n'est fixé, mais dans les démocraties modernes, vous le constatez, c'est souvent par voie référendaire pour s'assurer que le peuple entier s'engage sur la base de ce contrat pour le vivre ensemble au sein de la République. Et puis après, il y a toute l'étape de finalisation, donc promulgation et entrée en vigueur. Okay. Donc voilà les grandes lignes pour ce qui concerne les voies démocratiques pour l'adoption d'un texte constitutionnel. Alors, parlant justement de démocratie moderne, Monsieur Loko Humpati, dites-nous quel rôle joue la Constitution dans un État démocratique et quelles en sont les fonctions? Merci, Monsieur le journaliste. Dans un État démocratique, on peut dire que la Constitution détermine les fondamentaux de notre vivre ensemble dans un cadre plutôt démocratique et dans lequel les droits et libertés fondamentaux de chacun sont respectés. Ce rôle étant déterminé, plusieurs fonctions peuvent être attribuées à la Constitution. D'abord, la Constitution a une fonction organisatrice en ce qui concerne le fonctionnement, les interactions et les séparations entre les différentes institutions de la République. Ensuite, la Constitution assure une fonction protectrice, c'est-à-dire des droits et libertés des citoyens. Ce faisant, in fine, la Constitution a une fonction stabilisatrice. Alors, lorsqu'on parle de constitution, bien souvent, on évoque l'esprit des textes par opposition au corps de texte. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Déjà, je me permets de vous recadrer par rapport à cette question. Merci. Lorsque nous parlons nous juristes, lorsque nous parlons de la Constitution ou des textes, oui. Nous ne parlons pas plutôt du corps, mais de la lettre. On parle de la lettre. Voilà. Donc, la lettre et l'esprit. Nous parlons de la lettre et de l'esprit de la Constitution. La lettre ici, que vous appelez le corps, oui. C'est le sens littéral ou apparent qu'on peut donner au contenu de la Constitution. Mais l'esprit ici, c'est plutôt l'idée générale. L'idée générale, la fin poursuivie. L'idée générale qui a présidé à l'élaboration même du texte de la Constitution. On en retrouve souvent quelques grands traits dans le préambule de notre Constitution, d'où l'expression, on peut dire, prendre à la lettre. Et pour oui, allez-y. Oui, donc pour donner un exemple de constitution, un exemple d'expression, Charles de Gaulle disait par exemple, une constitution, c'est un esprit, des institutions, une pratique. C'est ça. Alors, je rappelle que cette émission, les auditeurs peuvent appeler tout à l'heure lorsqu'on va ouvrir l'antenne au numéro 65 00 24 24 et 21 33 83 19. Alors, Monsieur Nanakor, c'est vrai que le Bénin a eu plusieurs constitutions, mais quand on revient à la constitution en vigueur, celle du 11 décembre 1990, alors quelles sont les particularités de cette constitution par rapport aux autres constitutions que le Bénin a connues avant 1990? Merci beaucoup. Par rapport au test antérieur, au test constitutionnel antérieur, je dois dire que la Constitution de 1990 a fait bouger beaucoup de lignes sur le front de l'état de droit, sur le front du respect des libertés fondamentales, mais également sur le front de la distribution relativement équilibrée des pouvoirs. Et pour évoquer quelques particularités, je vous rappelle que cette Constitution a été démocratiquement adoptée au terme d'un processus inclusif. Et il n'y a qu'à lire
les actes de la conférence nationale pour voir tout le processus qui a conduit, disons, à son adoption. Et que cela a été fait au travers d'un référendum qui a été jugé libre et transparent. Deuxième chose, sa longévité. Absolument. Je crois qu'à date, elle n'a pu être révisée. Depuis 1990, nous en sommes à 28 ans. Effectivement. Voilà. Et elle est encore vierge. Oui, oui, absolument. Et il y a aussi son efficacité. Reconnaissons quand même que ce texte constitutionnel a apporté une certaine stabilité politique et institutionnelle, ainsi que la liberté aux citoyens. Cette efficacité s'explique aussi par le fait certainement, qu'elle a institué un gardien qui n'est pas gardien comme les autres, un gardien qui est accessible à tous, c'est-à-dire vous et moi, le simple citoyen béninois, sans être élu, peut s'adresser à la Cour constitutionnelle. Et je pense que c'est quand même une particularité de notre pays. On n'a pas ça dans les autres pays. Absolument. Et quand vous voyez aussi l'affluence, vous vous rendez compte certainement qu'on va l'évoquer après, que les Béninois sont vraiment attachés au respect de leur liberté, au respect des droits fondamentaux, au respect de l'équilibre entre les pouvoirs. Okay. Alors, vous pouvez continuer. Quelles ont été, disons, les grandes étapes de l'adoption de la Constitution du 11 décembre 1990 ? C'est vrai que vous avez énuméré plus haut le processus par lequel donc, un peuple arrive à se mettre d'accord, mais s'agissant particulièrement de la Constitution du 11 décembre 1990, quelles sont, rappelez-nous, les grandes étapes qui ont conduit à son adoption ? Pour faire court, le point de départ, c'est la conférence nationale des forces vives de février 1990. Et déjà, au terme donc de cette constitution, il a été mis sur pied une commission constitutionnelle. Une commission constitutionnelle constituée de 15 personnalités et qui avait même, disons, la latitude d'ouvrir ses travaux à d'autres personnes ressources. Absolument. Donc c'est cette commission qui a fait tout le travail, bien entendu sur la base des fondamentaux qui avaient déjà été posés par la conférence elle-même, oui, qui a fait tout un travail, qui l'a fait adopter par le Haut Conseil de la République, qui faisait office d'organe législatif, mais en même temps de juge constitutionnel pour la période de transition. Et puis, la suite, vous connaissez, on est passé donc au référendum. Après une vulgarisation, on est passé au référendum. Et je rappelle que le texte actuel a quand même été adopté à 96,9% des Béninois. Alors, voilà. c'est bien important de rappeler ce score-là, 96%. Alors, une immense majorité, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, la Constitution du Bénin a 28 ans, après avoir échappé à des tentatives de révision. Monsieur Lokou-Mpati, quelle est la procédure pour réviser cette Constitution ? D'abord, il faut rappeler que chaque constitution prévoit en elle-même la possibilité et les modalités de sa révision. Mais pour ce qui concerne notre constitution qui a aujourd'hui 28 ans, pour ce qui concerne notre constitution, la constitution du 11 décembre 1990, elle a prévu les modalités de sa révision au titre 11 de la Constitution qui comporte 3 articles, les articles 154, 155 et 156. Voilà. Premièrement, il faut d'abord que le projet ou la proposition ne portant pas sur les dispositions non modifiables. Il faut d'abord que le projet ou la proposition qui aurait été envoyée à l'Assemblée nationale, devant le président de l'Assemblée nationale, cette proposition ou ce projet ne doit pas porter sur les dispositions non modifiables qui sont prévues à l'article 156. Et ensuite, ce projet ou cette proposition qui doit atterrir sur le bureau de l'Assemblée nationale. C'est ça. Ensuite, ce projet ou cette proposition doit être affecté à la commission des lois qui l'étudie et présente un rapport. Ensuite, l'Assemblée nationale, le projet ou la proposition est inscrit à l'ordre du jour de la plénière
Et lors de cette plénière, on parle de la prise en compte. Il y a un vote qui est effectué par les députés. Et pour que la prise en compte soit acquise, tous les députés doivent l'avoir adoptée à une majorité des 3/4. Et c'est ça la prise en compte. C'est-à-dire, le document est là. Nous ne voulons pas savoir ce qui est à l'intérieur pour le moment, mais nous voudrions savoir si vous êtes d'accord sur le principe de réviser ou pas. Et donc, c'est la question qui est posée. Donc, la prise en compte de la révision. Et cela se fait à la majorité des 3/4. Après cette prise en compte, lorsque la prise en compte est faite, il faut une deuxième révision. C'est à partir de ce moment qu'on peut penser aux modifications qu'on pourrait apporter à ce projet ou à cette proposition-là. Et donc, la révision n'est finalement acquise, comme cela est dit dans l'article 155, la révision n'est finalement acquise que si le texte finalement retenu est adopté par l'Assemblée nationale par une majorité qualifiée de 4/5 de ses membres. 4/5. Autrement, il faut alors soumettre ce projet ou cette proposition au référendum tout en respectant les dispositions de la loi 2011-27 du 18 janvier 2012 portant conditions de recours au référendum. Parce que cette loi a apporté certaines autres limites des dispositions qu'on ne devrait pas modifier dans la Constitution. Alors, Monsieur Nanako, nous l'avons dit, la Constitution du Bénin a été confrontée à plusieurs tentatives de révision qui n'ont pas abouti. Disons cela comme ça. Et quels ont été les motifs de cette tentative de révision et à votre avis, pourquoi cela n'a pas marché? Comme tout texte, la volonté de modifier un texte constitutionnel est toujours sous-tendu par une note explicative. Donc, ceux qui demandent la révision constitutionnelle, que ce soit le gouvernement ou l'Assemblée, disent les raisons et disent les points qu'ils souhaitent, disons, modifier. Donc, chacune des tentatives que nous avons eues, à chacune de ces tentatives correspond un certain nombre, disons, de justifications. Donc, dès que nous nous référons à ça, nous savons pourquoi on veut réviser. Maintenant, pourquoi ça a échoué? On peut soupçonner, et quand vous écoutez les uns et les autres, peut-être on n'a pas atteint le consensus. Voilà. Il y a une certaine méfiance. Par rapport à ces révisions et pour les raisons que vous imaginez. Okay. Mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de fétichisation autour de la Constitution béninoise, puisque à chaque fois elle résiste donc à la révision? Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, fétichisme peut-être, mais il ne faut pas non plus trop s'en désoler. Quand on voit un peu les effets dévastateurs que certaines révisions constitutionnelles ont pu avoir dans certains pays pas trop loin de nous. Oui, on peut comprendre. Et vous comprendrez aussi au regard de l'histoire. Je voudrais vous rappeler que dès l'entame de la conférence nationale, et je crois, si mes souvenirs sont bons, c'est l'article 3 du règlement intérieur, le mot consensus était déjà sorti. Dès le mercredi 20 février, le mot consensus était déjà évoqué. Voilà. Donc ça signifie que, historiquement, les Béninois, les acteurs sociaux, professionnels, les acteurs politiques ont un certain attachement au consensus. Et effectivement, quand tout le monde s'y engage, c'est normal qu'il y ait un certain respect qui frise le fétichisme. Ok. Alors, je rappelle que Savoir politique est une émission à caractère pédagogique et d'éducation citoyenne, initiée par le Centre d'études sociologiques et de sciences politiques CESPO de l'Université d'Abomey-Calavi en partenariat avec Océan FM, la radio des défis. Je rappelle aussi que tout à l'heure, après la chronique, les auditeurs peuvent appeler au numéro 65 00 24 24 et 21 33 84 19. À présent, nous allons suivre donc cette chronique qui a été réalisée par
Pierre Togbé, qui est docteur en droit public. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. D'après le doyen Louis Favoreux, la Constitution peut être considérée comme un symbole, comme un test, comme un document historique ou comme un phénomène de droit. La doctrine distingue la Constitution formelle de la Constitution matérielle. Selon la conception formelle, la Constitution est un instrument énoncé dans la forme constituante et par l'organe constituant et qui par la suite ne peut être modifié que par une opération de puissance constituante et au moyen d'une procédure spéciale de révision. Ainsi, le terme de constitution s'emploie surtout en référence aux documents normatifs situés au sommet du système juridique et dotés d'un régime juridique spécial. Ce régime établit d'une part les compétences des principaux organes de l'État et d'autre part pose les limites et apporte des orientations pour l'exercice de ces compétences. Selon la conception matérielle, la Constitution est l'ensemble des règles qui déterminent l'organisation et le fonctionnement des organes de l'État. Dans la pensée de Hans Kelsen, plus qu'une règle de procédure, la Constitution est bien une règle de fond. Elle est bien le fondement de l'État, la base de l'ordre juridique et à ce titre encadre la dévolution et l'exercice du pouvoir politique. Elle est, selon l'appellation du professeur Maurice Aranzo-Glélé, la loi fondamentale de l'État. Avec l'historique conférence des forces vives de la nation de février 1990, le Bénin s'est doté d'une constitution qui lui a ouvert la voie à une démocratie pluraliste. La nouvelle constitution, celle du 11 décembre 1990, s'est alors donnée comme objectif de créer un état de droit et de démocratie pluraliste dans lequel les droits fondamentaux de l'homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garanties, protégées et promues comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois, tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle. Le moule des 12 titres et des 160 articles qu'elle contient prend en compte plusieurs domaines de la vie politique. En dehors du préambule, on peut citer l'État et la souveraineté, les droits fondamentaux de la personne humaine, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, la Cour constitutionnelle, le pouvoir judiciaire, le Conseil économique et social, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Cette constitution n'ignore pas les rapports entre le Bénin et les autres États et les collectivités locales. Enfin, les dispositions relatives à la révision et les dispositions transitoires et finales viennent conclure ce test. Cette constitution, la 11e de l'histoire politique et constitutionnelle du Bénin, a établi en Afrique 3 types de records. D'abord un record de longévité après 28 ans d'existence, ensuite un record de stabilité et enfin un record d'intangibilité. Vierge de toute révision réussie en 28 ans d'application, la Constitution du Bénin apparaît comme l'une des plus modernes en Afrique. La Constitution béninoise permet en réalité sa propre révision et définit les modalités de la dite révision. Toutefois, ce pouvoir est encadré. La Constitution a posé elle-même les verrous, situé les questions insusceptibles de faire l'objet de révision. Intégrité du territoire, forme républicaine de l'État et laïcité. De même qu'elle a indiqué la procédure à suivre. Cette procédure se décline en 3 étapes. L'initiative, la prise en considération et l'adoption de la révision. Au terme de l'article 154 de la Constitution, l'initiative de la révision appartient concurremment au président de la République après décision prise en Conseil des ministres et aux membres de l'Assemblée nationale. Pour être prise en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des 3/4 des membres composant l'Assemblée nationale. C'est dire que si pour la loi ordinaire, la majorité simple suivie pour son adoption, pour la loi de révision, c'est une majorité qualifiée qui est requise pour l'adoption définitive. Autrement dit, si la majorité des 4/5 des membres composant l'Assemblée nationale n'est pas obtenue, il faut que la révision soit approuvée par référendum. Le vote ne constitue alors qu'une étape de la révision et il faut en appoint l'expression directe de la volonté du peuple, à savoir le référendum. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique.
Savoir politique. Amis auditeurs, si vous venez de vous joindre à nous, eh bien, sachez que vous suivez l'émission Savoir politique sur Océan FM, la radio des défis. Savoir politique est une émission interactive et vous pouvez intervenir pour poser des questions en appelant les 65 00 24 24 21 33 84 19. Gagner des ouvrages intéressants en participant au remue-ménage de cette émission dont la question est la suivante. Au Bénin, la révision de la Constitution n'est pas prévue dans la Constitution. Au Bénin, la révision de la Constitution n'est pas prévue dans la Constitution. Vrai ou faux? Justifiez votre réponse en 2 phrases au maximum. Envoyez vos réponses via WhatsApp au numéro 94 11 29 09 ou sur notre page Facebook en tapant Centre d'études sociologiques et de sciences politiques-CESPO. Alors, Monsieur Logo, dans sa chronique, le chroniqueur Pierre Togbé dit que la Constitution du Bénin apparaît comme l'une des plus modernes en Afrique. Vous partagez cet avis? Absolument, monsieur le journaliste. Pourquoi on dit que la Constitution du Bénin est une Constitution moderne? Mais le docteur Nanakor vous a rappelé tout à l'heure que notre Constitution, c'est celle qui a permis, depuis 28 ans, que tous les citoyens puissent saisir la Cour constitutionnelle. Mais il n'y a pas ça dans tous les pays. Il faut comprendre que la modernité, en tout cas l'esprit qui a prévalu à la conférence nationale, on ressent ce consensus-là qui est ressenti plutôt au niveau de notre constitution. Et donc c'est une constitution d'ailleurs que tout le monde avait accepté. Quand on parle du vote, le oui avait recueilli 96,9%. Donc c'est une constitution l'une des plus modernes de l'Afrique. Okay. Alors, Monsieur Nanakor, avant d'ouvrir donc l'antenne pour nos auditeurs, dites-nous, mais le chroniqueur aussi a dit que la Constitution en elle-même a posé des verrous. Des verrous, il a parlé des questions qui sont insusceptibles de faire l'objet de révision, comme la question de l'intégrité du territoire, la forme républicaine de l'État et la laïcité de l'État. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par tout ça? Oui, en fait, si vous faites attention, lorsque vous sautez ces verrous, on n'est pratiquement plus dans une république. En fait, c'est de ça qu'il est question. Okay. Et il suffit d'aller lire le préambule de notre Constitution pour voir que nous ne voulons pas ça. C'est du plus jamais ça qui a été déjà affirmé dans le préambule et qui est consacré ici. Je voudrais dire que ce n'est pas une spécificité béninoise. Vous prenez la Constitution allemande, vous verrez ça là-dedans. Certains parlent de clause d'éternité, c'est-à-dire des points de verrou parce que simplement la République tomberait. On ne serait plus en démocratie, on ne serait plus dans une république, on ne serait plus dans un état de droit lorsque vous retirez ces dispositions. Un État laïque, bien entendu, parce qu'il faut vraiment continuer à faire la séparation nette entre l'État et la religion. Donc, c'est pour ces raisons, disons les raisons existentielles même pour l'État, que ces dispositions ne sont pas susceptibles de modification. Absolument. Alors, dans sa chronique, le docteur Togbé Pierre a fait également mention de 3 records battus par la Constitution béninoise en Afrique, notamment les records de longévité, de stabilité et d'intangibilité. À quoi ou à qui doit-on cet ensemble de records? À l'ensemble des acteurs. À l'ensemble des acteurs, parce qu'il faut bien que chacun joue sa partition. Comme nous l'avons évoqué, nous sommes dans une république, chacun est tenu de jouer sa partition, l'exécutif a fait sa part, le législatif a dû faire sa part, le juge constitutionnel qui veille au grain, a fait aussi sa part, les citoyens aussi. Parce que s'il n'y avait pas cet attachement, oui, peut-être que notre Cour constitutionnelle aurait chômé. Oui. Or, c'est en la saisissant que nous consolidons, nous l'amenons à interpréter les dispositions, à consacrer un certain nombre de principes, et c'est ainsi que nous bougeons, nous avançons vers l'état de droit. Nous avons déjà un auditeur en ligne. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, qui est à l'appareil? Est-ce qu'on peut vous connaître, monsieur? C'est Kenneth Egan, oui, depuis Bruxelles. Allez-y pour votre question. Oui, et dans la chronique, j'ai eu à noter que le professeur a précisé que pour que
la révision de la Constitution soit acquise, il faut qu'il y ait consensus national. Alors, je voudrais que les professeurs en studio nous expliquent à nos auditeurs les critères qui permettent de déterminer le consensus national et quelle est l'autorité le mieux indiquée pour dire s'il y a consensus national ou pas. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kenneth, pour votre préoccupation. Un autre en ligne. Bonsoir. Alors, on va continuer. Alors, donc, cet auditeur, vous avez parlé tantôt de consensus national. Vous avez rappelé que même dans les actes de la conférence nationale, nous avons, ce thème-là est revenu, le consensus national. Alors, oui, bonsoir. C'est qui à l'appareil? Bonsoir, monsieur. Oui, c'est M. Marc. Allez-y pour votre préoccupation. C'est faux. Car la Constitution du Bénin a bel et bien prévu dans ses articles 154, 155, 156 les conditions dans lesquelles elle sera révisée. Alors, monsieur Marc, oui. pour répondre à la question du jeu, vous devez répondre par WhatsApp. Je vous rappelle le numéro, le 94 11 29 09, ou aller directement sur notre page Facebook. Vous avez dit 94 11 94 11 29 09, WhatsApp, numéro WhatsApp pour répondre à la question du jeu. Ok, merci bien. Ici, donc, ce sont ceux qui ont des préoccupations par rapport au débat qui peuvent appeler. Alors, est-ce qu'il y a un auditeur en ligne? Bonsoir. Bon, alors, donc, il y a M. Kenneth qui cherchait à savoir, mais la notion de consensus national, comment la détermine-t-on et quelle est l'autorité qui apprécie? Il y a un auditeur en ligne? Oui, allô, bonjour, c'est un auditeur. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Moi, on m'appelle Martial Aclo. Martial Aclo. Consultant. Ok. Voilà. Alors, allez-y pour votre préoccupation, monsieur Je Martial. remercie déjà les professeurs qui sont dans le studio pour le développement technique au niveau de notre constitution, qui est la 11e constitution de notre pays. Pour moi, la Constitution, il y a deux points qui m'intéressent. Je voudrais apporter deux apports techniques. Allez-y, monsieur. Par rapport aux dispositions de la loi, dispositions concernant l'âge de 40 ans au moins et 70 ans au plus. Voilà. Je pense que pour moi, il faudrait évoluer, surtout au niveau de la révision de la Constitution et l'introduire pour que nous puissions avoir... Le général Kékoué a pris le pouvoir à 39 ans. Aujourd'hui, l'exemple de la France est là. L'actuel locataire... de Champs-Élysées, il a moins de 40 ans. Pourquoi ne pas réviser la Constitution touchée et permettre à ce que tous ceux qui ont moins de 40 ans puissent postuler à ce poste-là? Premier point. Oui. Deuxième point, c'est allez-y rapidement. Celui de 70 ans. C'était un point limitatif au niveau du monstre à 3 têtes. Les professeurs connaissent bien, mais l'histoire est là pour limiter tant soit peu les anciens présidents qui n'allaient plus encore rentrer dans la course pour gêner les nouvelles dispositions. Le troisième point, les anciens présidents de la République, au niveau de la France, ils deviennent automatiquement membres du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être président du Bénin, vous terminez votre mandat ou votre 2 mandats, et puis on ne vous utilise plus pour les conseils, on les laisse carrément sur les carreaux. Ok. D'accord, nous avons... Donc, le dernier point, ça fait les deux points. Oui, allez-y rapidement. Le dernier point, la Constitution n'a pas prévu, elle est trop politique. C'est une Constitution politique qui s'occupe rien que des institutions de la République, qui n'est pas au service du développement, qui n'est pas au service de la création de la richesse. D'accord, nous avons compris votre idée, monsieur Martial. Est-ce qu'il y a un autre auditeur en ligne? Ok. Alors, donc, on revient au studio pour ces différentes préoccupations. Alors, monsieur Danako, je vous demandais, mais on a parlé de consensus national. Comment détermine-t-on ce consensus? Et quelle est l'autorité qui peut apprécier lorsqu'il y a consensus national ou pas? Mais avant, je voudrais rappeler à nos amis auditeurs que l'émission Savoir politique est une émission à caractère pédagogique et d'éducation citoyenne. Allez-y, monsieur Danako. Merci beaucoup. J'avais rappelé entre-temps ce qui s'est passé au niveau de la conférence nationale, qui est quand même un exemple typique, même si il n'y avait pas eu autre chose pour venir le rappeler. On a eu l'exemple typique. Et il suffit d'aller voir la composition de la conférence nationale
pour comprendre un peu ce qu'on met dans le consensus. C'est une représentation des différentes forces vives. Ça fait plus simple que de rentrer dans certains développements parce que, en réalité, certains acteurs politiques ont pu croire, entre-temps, qu'il s'agit plutôt d'un consensus entre les acteurs politiques. Donc ça va au-delà des acteurs politiques, la question du consensus. Et notre Cour constitutionnelle a rendu une décision célèbre à ce sujet. Vous vous rappelez qu'à l'unanimité, le Parlement avait décidé de modifier un article de notre Constitution. Et dans l'un des considérants, notre juge constitutionnel a dit « Parallélisme de forme oblige ». Nous l'avons adopté, j'essaye de caricaturer, nous l'avons adopté par consensus. Nous ne pouvons que le modifier par consensus. Et le consensus ne saurait se limiter qu'aux seuls partis politiques qui ont une représentation au niveau du Parlement. Voilà. Et maintenant, quel organe est compétent? Vous imaginez, c'est bien la Cour constitutionnelle qui est vraiment le gardien du temple pour nous assurer. Nous allons revenir sur le rôle de la Cour constitutionnelle, mais en attendant, M. Martial, il a fait des contributions. Il dit que la Constitution dit qu'il faut avoir 40 ans et en plus qu'il faut, il y a une limite de 70 ans. Mais avant, il y a un auditeur, on va le prendre rapidement. Bonsoir, monsieur. Oui, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Présentez-vous. C'est monsieur Yacouba Taoufik. Monsieur Yacouba, allez-y pour votre préoccupation. Oui, avec le recul du temps, je me rends compte qu'effectivement la constitution béninoise a été du bon boulot fait par les constitutionnalistes. Okay. Parce qu'elle a résisté à tous les assauts répétés des régimes qui ont voulu à leur profit l'exploiter. Alors, permettez-moi de leur rendre hommage et permettez au peuple de rendre hommage à cette constitutionnaliste. D'accord. C'est tout le contenu de mon intervention. Merci beaucoup pour votre contribution. Alors donc, on revenait sur la préoccupation de cet intervenant, M. Martial, qui disait, mais est-ce que, de ce point de vue-là, la limite d'âge, 40 ans, 70 ans, aujourd'hui, le président Macron, vous voyez, il est venu très jeune au pouvoir, est-ce que ce n'est pas un peu, attendre 40 ans pour être président de la République aujourd'hui, c'est pas dépassé, M. Loko? Absolument. On peut imaginer que nous voudrions quand même se mettre à la page, comme on le dit, dans l'actualité, c'est-à-dire faire plus moderne, être à la page comme les autres États. C'est vrai, c'est une bonne chose, mais il faut se rappeler que là où nous en sommes actuellement avec l'actuelle Constitution, on ne peut que s'en tenir aux 40 ans et 70 ans. Oui. Et comme M. Martial même l'a rappelé, c'est à cause du monstre à 3 têtes. Oui. Voilà. Donc, on a taillé sur mesure. Voilà. On a voulu écarter certains anciens présidents. C'est pour cela qu'ils avaient fait ça. Mais aujourd'hui, ça a rattrapé encore certaines personnes, évidemment. Et si vous prenez la question des 40 ans de la dernière fois, en 2016, il y a une décision qui a été rendue par la Cour constitutionnelle. Et qui a fait beaucoup polémique. Voilà. Où on parlait de 40 ans, année entamée, année due. Oui. Voilà. Donc, nous en sommes où actuellement? C'est-à-dire, avec l'actuelle Constitution, on ne peut que s'en tenir à cela. Mais si on doit modifier parallélisme des formes que la Cour a rappelé oblige, il faut alors revenir sur les fondamentaux. Et pour revenir sur ces fondamentaux, parce que l'âge d'un président fait partie des points non modifiables. C'est bien clair. Comme le nombre de mandats. Voilà, comme le nombre de mandats. Donc, pour revenir sur ces points, il va falloir alors peut-être convoquer une autre conférence nationale. Pourquoi pas? Parce que, d'ailleurs, je tenais à rappeler ceci. Il est dit dans les textes qui ont convoqué la conférence nationale, si je peux peut-être vous donner une lecture rapidement de oui, allez-y très rapidement. On dit que la conférence nationale des forces vives du Bénin, dont la mission essentielle était de créer les conditions d'un consensus national en vue de l'avènement d'un renouveau démocratique pour sortir le Bénin de la crise et l'engager dans la voie d'un développement véritable. Okay. Et donc, le consensus national revient à tout moment et donc dans toutes les étapes de la modification de la Constitution. Donc, ce n'est pas un problème, c'est bien pensé en tout cas, c'est bien de penser qu'on peut descendre à moins de 40 ans. Okay. C'est bien, mais il va falloir alors s'entendre
sur cela d'abord. Sinon, ce n'est pas possible. Nous avons compris, mais très rapidement aussi, il y a l'auditeur qui estime que les anciens présidents, quand ils finissent ailleurs en France, c'est qu'ils sont d'office membres du Conseil constitutionnel pour faire bénéficier, partager leurs expériences et tout. Est-ce qu'on pourrait envisager ça dans une probable révision de la Constitution? Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est bien, c'est une idéale. C'est une idéale auquel nous pouvons tendre. Il suffit pour les acteurs et toutes les forces vives de la nation qu'ils s'entendent sur cet idéal-là, sur ce modèle, et puis on l'incorpore dans la Constitution. Ça peut être fait. C'est une bonne chose aussi. Là, on va bénéficier de tout ce qui est comme, comment on dit, de l'expérience acquise par ces anciens présidents. C'est une bonne chose. Mais pour le moment, la Constitution étant ce qu'elle est, ce que nous avons, on ne peut pas encore le faire. Vous revenez toujours sur... Bien sûr. C'est cette Constitution qui a tellement duré. Alors, docteur Nanako, nous parlons de révision, nous parlons de modification, nous parlons d'amendement. Quelle est la nuance à faire entre ces différents termes? Bon, littéralement, c'est pareil. Mais il faut dire que notre Constitution utilise de façon répétitive et sans même se soucier d'une certaine lassitude dans cette répétition, notre Constitution, dans les 3 articles du titre 11, parle à chaque fois de révision. Donc, pour ne pas donner l'impression qu'on voudrait jouer à un jeu de mots, moi, je recommande toujours d'utiliser l'expression consacrée par notre texte. Mais au-delà, amender, réviser, c'est presque pareil. Voilà, on a déjà commencé à parler de cet attachement-là qu'on remarque, un attachement ferme à la Constitution du Bénin par le peuple. Alors, qu'est-ce qui justifie cet attachement-là? Je vous avais indiqué tout à l'heure que cette Constitution a été adoptée par référendum avec un oui massif, 96,9%. Vous, monsieur le journaliste, ne seriez-vous pas attaché à une Constitution qui a été adoptée dans ces conditions? Ne seriez-vous pas attaché à une Constitution qui vous a assuré stabilité politique, un fonctionnement relativement régulier de nos institutions, la primauté du droit? Ne seriez-vous pas attaché à un tel texte? Mais nous avons compris, notre Constitution nous a garanti la stabilité politique. Alors, Monsieur Louko, quand on parle on ne peut pas parler de Constitution sans parler de Cour constitutionnelle. Quel est véritablement le rôle donc, de la Cour constitutionnelle par rapport donc, à la Constitution? Merci, Monsieur le journaliste. Parler du rôle de la Cour constitutionnelle, c'est évoquer les attributions ou les compétences de la Cour constitutionnelle. Principalement, nous en avons 4. Au terme des articles 114, 117 et 118 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est chargée de contrôler la constitutionnalité des lois et règlements. Secondo, elle est chargée de sauvegarder les droits fondamentaux et les libertés publiques. Troisième point, elle est chargée de réguler le fonctionnement des institutions étatiques. Et enfin, elle est chargée de trancher le contentieux des élections législatives et présidentielles. Voilà les 4 points, les 4 points principaux qui constituent les attributions de la Cour constitutionnelle. Ok. Alors, très rapidement, on a dit que les Béninois sont attachés à leur constitution, mais comment fait-on pour permettre à chaque citoyen de s'approprier le contenu de cette constitution? Nous tendons comme ça vers la fin de cette émission. Monsieur Tossouron, je pense que cette émission est une initiative qui va dans ce sens. Initiative que je salue d'ailleurs. Une initiative du CESPO. Voilà. Et il y a également d'autres initiatives au niveau de la presse, au niveau des organisations de la société civile, même les missions parlementaires qui se déplacent sur le terrain. C'est un truchement d'éducation à la citoyenneté. Et ce sont des choses qui méritent d'être amplifiées, d'être, disons, densifiées. Mais je crois aussi que l'éducation formelle peut être un cadre privilégié pour la vulgarisation donc, de nos textes de loi avec à leur tête les textes constitutionnels. Ok, merci bien.
Alors, chères auditrices et auditeurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Avec nos deux invités, nous avons parlé de la notion de constitution et de ce qu'elle représente pour le citoyen et la nation. Nous sommes aussi allés à la découverte de la constitution du 11 décembre 1990 pour aider nos concitoyens à s'approprier son contenu, la procédure pour sa révision et la nécessité d'aider donc les citoyens à mieux la connaître. Savoir politique, c'est une émission à caractère pédagogique et d'éducation citoyenne, initiée par le Centre d'études sociologiques et de sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi en partenariat avec la Radio des Défis. Savoir politique, c'est tous les dimanches en 15 de 18h à 19h. La prochaine émission portera sur le Bénin et les Nations Unies. Ce sera le dimanche 2 septembre. Merci donc de prendre le rendez-vous. Bonne soirée à vous, à tous et à bientôt. Au micro, c'était Alain Tousnon et Fontaine Noutaï. À la technique, vous avez Stéphane Makobi. Merci bien, bonsoir chez vous.